Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Cet épisode correspond à la seconde partie de notre entretien avec Bruno-Philippe Richard et Maxime Blanchette au sujet de la collaboration interuniversitaire à distance. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aller écouter la première partie de la discussion où nous abordons notamment les fondements théoriques du programme, son contexte d'implantation et l'expérience de collaboration à distance. Dans la seconde partie, Bruno-Philippe et Maxime nous parlent entre autres du développement des compétences interculturelles par le biais de la collaboration interuniversitaire à distance. Bonne écoute! Oui, ben justement, là, sur ce que ça apporte aux étudiants, aux étudiantes, tu disais, Bruno-Philippe, qu'il y a une démarche auto-réflexive à la fin du cours. Est-ce que vous en avez des échos? Qu'est-ce que les étudiants disent? Ouais. Ben on a des brides d'informations. Puis en fait aussi, on a sondé quand même nos étudiants là, à la suite, à la fois dans la réflexivité qu'ils font dans le cours, mais aussi on a passé des sondages aux étudiants, aux personnes étudiantes, pour tenter d'avoir une certaine mesure, disons, là, de leur interprétation de l'expérience. Donc, ce qui en ressort quand même assez notablement, là, c'est une certaine amélioration de la réussite, certainement une amélioration de la motivation. En fait, 55% des étudiants, donc un peu plus qu'un étudiant sur deux, a dit qu'il s'est senti plus motivé grâce au dispositif. Ce ne sont pas des chiffres faramineux, hein, c'est quand même, mais tout de même. 55% des étudiants aussi nous affirment s'intéresser davantage à la culture des collègues internationaux, à la fois des collègues internationaux avec qui ils collaborent, mais aussi un effet collatéral à l'interne aussi. Donc, s'intéresser à la culture de l'autre à l'interne, ce qui n'est pas négligeable aussi parce qu'en fait, on côtoie tout à fait des étudiants internationaux ici même sur les campus. Donc, c'est quand même un effet collatéral intéressant. Environ 80% des personnes étudiantes recommanderaient l'expérience à d'autres collègues étudiants. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un effet durable sur le développement des compétences interculturelles? Ça, on pourrait en reparler, on peut en parler en détail. En fait, il y a tout un défi au niveau d'identifier finalement les composantes de la compétence interculturelle, puis à quel point cette intégration-là ou ce développement-là est réalisé grâce à cette activité-là à moyen long terme. Ça, c'est des questionnements qui peuvent rester en suspens qu'on pourrait discuter. Puis, il y a quand même beaucoup d'études sur le COIL à savoir si effectivement ça a un impact réel sur le développement, exemple, de la compétence ou de l'intelligence ou de la sensibilité interculturelle selon des définitions données et les termes donnés. Ça, je vous dirais que nous, on n'est peut-être pas en mesure de le mesurer. En tout cas, pour ma part, je ne suis peut-être pas en mesure de le mesurer directement. Je pense que quand même, Maxime a fait des observations sur, disons, les déclics de certains étudiants. Est-ce que c'est durable dans le temps? C'est un bon questionnement qu'on peut avoir, là. D'un point de vue virtuel, la mobilité virtuelle a apporté beaucoup de plus parce que Aurélie et moi, on travaillait entre les rencontres, les personnes. Et on travaillait avec nos personnes étudiantes, on leur enseignait sur l'autre culture, on leur enseignait sur comment bien se présenter, comment présenter les choses, comment qu'on est capable de mettre de l'eau dans notre vin, entre guillemets, pour être capable d'être ouvert à cette diversité-là, être engagé. Puis, tu sais, on parle aussi des valeurs de la profession de travail social. En plus, on est dans la semaine du travail social. On parle de ces valeurs-là avec nos personnes étudiantes. Fait que c'est une belle opportunité pour les développer puis les consolider. Je pense qu'il y a quand même une certaine limite à la mobilité virtuelle, étant donné que j'ai vécu aussi la mobilité physique, j'ai pu voir in situ la différence. Une mobilité physique, c'est que vu qu'on est sur place puis on est en immersion 24/7, il y a des choses qu'on peut acquérir peut-être plus facilement, entre guillemets, ou qui nous sont imposées. Fait que il y a cet élément-là qui est super intéressant. Puis, il y a des côtés, il y a des choses qui sont plus difficiles à apprendre. Par exemple, quand on a fait les mobilités virtuelles, le fait que on est
on a un passé de colonisateur, peut-être un présent aussi, dépendamment comment qu'on veut le voir, on, on peut être perçu encore comme ça. Puis on peut agir des fois de cette manière-là inconsciemment. Et en virtuel, on va en parler, on va le travailler, mais ça sera pas de la même ampleur que si on est sur place, puis qu'on devient une minorité. Donc là, on le vit différemment, puis on peut on peut développer ces compétences interculturelles-là différemment. Fait que je dirais que le virtuel est vraiment super. On est capable de faire un bon bout avec ça. Mais c'est sûr que ça change pas les liens qui vont être des vrais liens relationnels en one-on-one. Fait que, mais dans tous les cas, tu sais, ce que je me dis en t'écoutant, Bruno Philippe, c'est on pourrait refaire une autre expérience puis avoir des outils de mesure au début de la session versus la fin de la session pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est capable de cibler puis voir c'est quoi les forces du programme puis peut-être miser là-dessus pour prochaines sessions. Bref, idée en même temps. Très intéressant ce que tu mentionnes, Maxime. Puis je pense aussi, Charlotte et Maxime, c'est que ça dépend aussi du domaine d'études dans lequel s'inscrit l'expérience. Donc là, on avait la chance d'avoir quand même deux professionnels, deux professeurs de travail social. Donc, ils sont des experts des relations interpersonnelles, du savoir-être, de l'interculturalité, etc. Donc, évidemment, dans un contexte comme celui-là, on peut certainement faire confiance que le développement de la compétence, de par la sensibilité de Maxime et d'Aurélie et de l'attention qu'ils ont portée au relationnel, est forcément plus développé que dans d'autres domaines. Donc, si tout à l'heure, je faisais, si notre cours a lieu en marketing ou en gestion, eh bien évidemment, c'est pas nécessairement que les enseignants ont les mêmes aptitudes, connaissances, compétences, tout à fait normal. Donc, je pense que le domaine d'études a un impact aussi sur le développement de cette compétence interculturelle-là, en fait. Oui. Moi, c'est presque comme si en fait, le développement des compétences interculturelles, ça pourrait faire l'objet entièrement d'un cours, là. Puis je me demandais en fait si Maxime, dans la conception pédagogique conjointe avec l'autre, avec Aurélie, est-ce que ça fait partie de vos objectifs de cours concrètement, le développement de ces compétences-là? C'était un objectif, par contre, qui n'était pas évalué comme objectif. Fait que c'était un objectif où est-ce qu'on savait que on voulait faire développer cette compétence-là. On savait qu'on allait devoir travailler. On savait pas dans quelle mesure qu'on allait devoir travailler parce que c'était nouveau pour nous. Mais on voulait atteindre ça. C'est juste qu'on l'a pas noté, par exemple. Ça n'a pas été genre une grille d'évaluation puis on a ça de manière formelle. Puis on a réussi à atteindre notre objectif de développer ces compétences-là parce que si on compare les premières interventions qu'on avait à faire en début de session versus les dernières interventions qu'on avait à faire en fin de session, on n'était pas dans le même monde. Puis il y avait des choses qui étaient beaucoup plus faciles en fin de session parce que les personnes étudiantes comprenaient qu'il y avait des différences dans la culture, puis étaient capables de s'adapter à une certaine limite. Puis les personnes à Tahiti s'adaptaient aussi à une certaine limite. Donc, je pense qu'on a été aussi chanceux, là, étant donné qu'on avait des cohortes qui étaient ouvertes. Il y a peut-être des cohortes que ça serait plus difficile, mais pour l'instant, ça a super bien été. Les deux fois qu'on l'a fait d'école, ça a super bien été, puis c'était accueilli dans l'ouverture. Fait que, mais les activités pédagogiques qui ont été prévues dans les deux coils faisant en sorte qu'ils devaient collaborer entre eux. Dans le fond, ils prenaient une problématique sociale qui existait d'un côté et de l'autre de l'océan, puis ils devaient scénariser. Donc, trouver c'est quoi la problématique, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer, est-ce qu'il y a des politiques sociales qui sont en lien avec ça, qu'est-ce qui existe comme organisme, qu'est-ce qu'ils font comme intervention. Bref, ils devaient explorer cette problématique-là, cette situation-là, puis ensuite ils devaient faire un vidéo. Okay. Donc, ils devaient rendre compte de cette problématique-là en vidéo. Puis pourquoi qu'on a choisi la vidéo? C'est que les niveaux d'études, même s'ils étaient à peu près au même niveau, il n'y avait pas les mêmes âges. On se rappelle, nos étudiants sont un petit peu plus âgés, fait que ça amène certaines différences d'un point de vue générationnel. Puis, à Tahiti, ils sont ultra créatifs. Les étudiants là-bas, là, créatifs de chez Créatifs, puis ils font beaucoup de vidéos, ils font beaucoup de publicités, ils font
des reels, ils font plein de trucs comme ça. Fait avec Aurélie, on s'est dit, hey, pourquoi qu'on prend pas ça comme modalité d'évaluation? On leur demande de créer des vidéos qui vont présenter ces problématiques-là. Puis, on a été vraiment épatés de la qualité des vidéos qu'on a reçues. Puis, ça les a amenés à devoir collaborer puis comparer pour comprendre c'est quoi les différences, puis aussi les choses qui sont similaires, parce qu'il y a des choses qu'on vit ici qui vont vivre là-bas. Hein, et vice-versa. C'est juste, ça sera peut-être pas de la même ampleur, mais on a des choses. Puis il y a des choses qui font que nous, on fait pas ici au Québec, qu'on gagnerait à apprendre puis à faire comme ça. Et que ces éléments-là ont pu être travaillés justement en faisant ces vidéos-là, parce qu'ils ont dû apprendre sur le contexte culturel de l'un et de l'autre. Mm-hmm. Ben oui, ça a l'air de s'être comme super bien passé pour toi là, dans la relation avec l'autre prof, avec même l'encadrement des étudiants et étudiantes. T'as l'air de dire que ça s'est bien passé. Est-ce que Bruno Philippe, ça t'est arrivé de voir d'autres profs qui ont participé à des projets similaires où là, il y a eu plus d'enjeux ou plus de difficultés? Règle générale, de manière générale, ça se passe plutôt bien. Par contre, il peut y arriver qu'il y ait des réajustements. En fait, on ne vous cachera pas que les travaux d'équipe, à la base, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile dans les études universitaires en règle générale. Donc, ajoutons la perspective internationale avec des collègues qui sont à l'international, avec parfois des incompréhensions effectivement culturelles, langagières, même si on parle la même langue, décalage horaire. Donc, oui, il est arrivé qu'il y a eu absolument des ajustements, des redressements. Donc, les enseignants, en fait, je pense qu'ils ont fait preuve de flexibilité, d'essayer finalement des fois de baisser un peu les attentes ou de minimiser un peu les impacts impondérables. Mais oui, il est arrivé effectivement, surtout dans la collaboration en équipe internationale, effectivement. Puis d'ailleurs, c'était relevé là, quand on a sondé les étudiants, ça a été relevé que c'était un aspect quand même, un défi majeur qui a été exprimé. Même si dans la plupart des cas, ça a été une belle expérience, ça s'est été soulevé comme un défi, ces difficultés-là de collaboration parfois qui sont ne serait-ce que temporelles, ne serait-ce que liées au décalage horaire, mais d'autres fois aussi à l'incompréhension. Tu sais, mais ne serait-ce que par exemple, les capacités rédactionnelles, les notions de plagiat, les notions de méthodologie qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'une institution à l'autre. Donc, évidemment, si les attentes ne sont pas les mêmes, si les attentes institutionnelles ne sont pas les mêmes, bien évidemment, ça peut créer des heurts chez les étudiants, chez les personnes étudiantes à ce moment-là. Ouais. Peut-être que de la manière que j'en parle, je fais paraître ça comme s'il n'y avait pas eu de difficulté, mais on a dû s'adapter constamment. Puis, ce que Bruno Philippe disait par rapport à cette flexibilité-là, je dirais qu'il y a comme, pour une réussite, il y a comme deux impondérables, en tout cas, que je pense à brûle pour point. La première, la communication. Trois, scénarisation, plus, faut planifier, pas le choix. Puis, sinon, la flexibilité. J'ai dit en début de rencontre comme de quoi que c'était important. J'ai dit à mes étudiants que s'il y a quelque chose qui se passait puis que ça marchait pas, c'est moi qui est responsable, c'est pas eux qui vont être copiés dans leurs notes. Je pense qu'il y a ça aussi qui est important, j'étais prête à prendre ce risque-là et j'étais prêt aussi à faire preuve de flexibilité par rapport à comment j'allais corriger mes étudiants. Puis on n'avait pas les mêmes niveaux par rapport aux étudiants, ça a créé de l'anxiété chez mes étudiants. Parce que à Tahiti, par rapport, par exemple, à la revue de littérature, on n'avait pas les mêmes exigences. Fait que, ce que j'ai fait avec mes étudiants, je suis OK, c'est bon, on va se réorienter. Fait que, on a changé un peu les modalités au fur et à mesure pour les aider à vivre un peu moins d'insécurité par rapport aux travaux. Puis, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas rendu de quoi de qualité. C'était bien, ça rencontrait les objectifs pédagogiques. C'est juste que ça leur a permis d'enlever un certain poids de leur conscience. Puis, ça leur a permis de collaborer plus facilement avec eux pour pas qu'ils se mettent à imposer parce qu'ils ont peur de copier par rapport à leurs notes. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ces éléments-là qui sont ultra importants à considérer. Fait que tu sais, il y a des petites difficultés. Je pense que l'important, c'est de les adresser, puis être capable de les travailler. Puis avec mes étudiants, il y a eu des moments où est-ce que j'ai dû mettre des points sur les i, puis des barres sur les t, parce qu'il y avait des choses qui ont été
mentionnées, qui étaient moins à propos, moins adéquates. Mais un coup que je l'ai adressé avec mes personnes étudiantes, là, ils m'ont dit on n'était pas au courant, on le savait pas. On était capable de travailler une partie de leur introspection par après. Parce que les cours d'après, ils m'ont dit OK, ben là, on y a pensé. Faut penser à telle affaire. Qu'est-ce qu'on peut représenter comme personne blanche? Qu'est-ce qu'on peut représenter par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut représenter par rapport à être en Amérique du Nord par rapport à ça? Fait que, il y a plein de petits trucs qu'on on va pas nécessairement réfléchir. Fait que dans cette adversité-là ou dans ces défis-là, on est capable de travailler. Fait que, faut pas voir ça comme étant la fin, mais plutôt des opportunités d'apprentissage. Fait que c'est ça. J'ai vu ça plus comme des opportunités, ça, pour devenir résilient d'un point de vue pédagogique, puis d'amener mes étudiants à un autre niveau. Ben, c'est super intéressant ce que mentionne Maxime aussi. Puis peut-être pour revenir aussi sur ta question, Charlotte, dans les défis que peuvent rencontrer des enseignants, s'il y a des enseignants qui nous écoutent là, dans le balado, puis qui semblent qu'ils ne sont pas nécessairement aptes ou en tout cas ne se sentent pas à l'aise comme Maxime à intervenir auprès de leurs étudiants dans un contexte qui adresse des questions interculturelles, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes de la question, évidemment. Bien évidemment, il y a des services aussi, services à la communauté étudiante, par exemple, qui peuvent venir collaborer pour soutenir l'enseignant. Donc, c'est simplement un petit message pour faire appel aussi aux services internes qui peuvent venir soutenir les enseignants, par exemple, dans un petit atelier pour replacer certains contextes sur l'interculturalité, etc. Donc, ça ne repose pas essentiellement que sur les épaules de l'enseignant. Puis évidemment, c'est pas toujours implicite, c'est pas toujours explicite, c'est-à-dire les objectifs d'interculturalité dans les expériences. Donc parfois, ça n'apparaît pas du tout dans les plans de cours, donc ça devient très implicite. Donc en ce moment-là, il faut que l'enseignant quand même se dote d'équipe ou d'aide pour adresser la question s'il y a lieu. Donc c'est quand même important de garder en tête là aussi. Oui. Je peux bien imaginer comment ça peut rendre des étudiants, des étudiantes un petit peu anxieux ou anxieuses. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas abordé, qui je pense est quand même assez essentiel. Il y a aussi le fait que d'une université à l'autre, on n'a pas nécessairement les mêmes ressources institutionnelles. Fait que, tu sais, par exemple, la pédagogie universitaire, nous, on est chanceux, on a une équipe qui est en or, qui est disponible, je pense que je vais l'avoir dit assez souvent aujourd'hui, une équipe en or qui est disponible, puis qui nous accompagne dans tout. On a une difficulté, on a un questionnement, on fait juste le réécrire, on a des réponses, on a de l'aide, tout ça. C'est pas nécessairement vrai dans les autres universités. Puis, d'en être conscient pour en faire bénéficier aussi les autres parties, je pense que c'est important, étant donné qu'on est un groupe qui collabore pour pouvoir arriver à réaliser un projet. Donc, d'en être conscient, c'est ultra, ultra, ultra important parce qu'on n'a pas tous ces mêmes privilèges-là d'une institution à l'autre. Et je compare juste au Québec, puis c'est différent. L'UQAM est différente de d'autres universités. Fait imagine quand on parle de l'international, on n'a pas nécessairement les mêmes normes, mêmes standards. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait quoi d'ailleurs concrètement là, les ressources dont vous disposez à l'UQAT ou qui sont comme nécessaires pour mettre en place ce genre de projet-là? Ben, excuse, la 4e ou la 5e fois aujourd'hui, mais les services de pédagogie universitaire sont vraiment très, 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 très utiles, dans le sens où ils vont être là pour nous aider par rapport à la scénarisation. Ils vont être là aussi pour nous aider à mettre en lien les objectifs pédagogiques, parce que c'est bien beau de dire hey, moi, je vais co-enseigner avec telle autre personne, mais en bout de ligne, moi, je dois enseigner quand même un contenu pédagogique qui va en lien avec mes objectifs pédagogiques. Donc, si c'est décalé, ça marche pas parce que je dois quand même enseigner de quoi. Je professionnalise mes étudiants. Enfin, ils peuvent porter le titre de travailleur social. Donc, j'ai pas le choix de rencontrer ces objectifs-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Puis, ne pas sous-estimer le fait de co-enseigner. La première rencontre, Bruno Philippe était là. Il a assisté au cours pour voir s'il y avait des cues à nous donner par rapport à la prestation d'enseignement, par rapport à comment qu'on peut mieux synchroniser, par rapport à tout ce qui se passe. Donc, il a été là pour nous accompagner. Donc, c'est quand même inestimable de pouvoir avoir ce type de ressources-là. Puis là, après, je parle pas de ressources technologiques, là, ça c'est un autre chapitre, mais mettons que les ressources technologiques sont importantes plus. Pas d'Internet, pas de collaboration.
C'est facile de même. Ça prend Internet, minimalement. Ça prend Internet, haute vitesse. Mm. Pas de caméra, un peu plus dole. Fait Oui. que, bref, il y a des petites choses comme ça qui sont dans le chapitre de la technologie qui sont essentielles, mais en termes de service, je dirais que la pédagogie universitaire, super utile. Puis sinon, ben, UQAT International qui nous a beaucoup aidé au début pour pouvoir faire la mise en lien, tout ça. Mais c'est ça, essentiellement, ça serait surtout de l'aide par rapport à la pédagogie. Service communauté étudiante, j'en ai pas eu de besoin au courant de la session, mais en même temps, je suis peut-être biaisé étant donné que je suis travailleur social aussi à la base, fait que plusieurs choses que je suis capable de travailler avec mes personnes étudiantes. Puis mon but, c'est quand même de les amener à être capable de faire un stage en intervention en bout de ligne. Fait que pour moi, je voyais ça comme juste des opportunités d'apprentissage pour eux, là. Donc, c'est ça, je te dirais, ça, c'est un des éléments qui peut être super important. Peut-être aussi la direction du module, du programme, qu'importe l'appellation qu'on utilise, là, dans le sens où est-ce que on insère une nouvelle modalité pédagogique dans un plan de cours. Puis, on peut instaurer aussi de nouveaux types d'évaluation qui peut des fois surprendre. Donc, de garder ça en tête, il faut avoir une ouverture aussi des différentes directions de programme pour avoir cette possibilité d'être créatif au courant de la session. Puis, tu sais, on est jamais sûr si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner. Ça dépend des groupes. Ça va dépendre, ça dépend d'une panoplie de choses. Je me rappelle, il y a un cours où est-ce que l'ordinateur a juste décidé que ça lui tentait pas. Oui, ça Genre, arrive. Ouais. ouais, mais c'est ça. Mais ça lui tentait pas, puis c'était un jour synchrone. Ah, OK. Puis, ben, Aurélie et moi, on a dû recéduler. Fait j'ai donné de la matière autre. Mais, un autre clé de succès, je pense, de pas enseigner le cours pour une première fois, ça aide. Parce que mon matériel de cours était déjà tout prêt. Fait que si le cours synchrone peut pas se réaliser, moi, je suis prêt à passer tout de suite à l'autre cours. Oui. Oui, puis tout le travail que ça implique, la collaboration avec un autre prof, c'est déjà presque comme concevoir un nouveau cours, finalement, là. Fait que si le cours est pas déjà prêt, je peux imaginer que c'est c'est beaucoup de travail. Dans les perches qu'on tend, évidemment, on cible des enseignants, des profs d'expérience. Oui. Évidemment, parce que on a l'impression, évidemment, qu'on les mettrait dans des situations qui ne seraient pas optimales pour eux, pour elles-mêmes. Je tiens tout de même à mentionner, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, on tend plusieurs perches quand même, puis peu la saisissent ou peu se concrétisent. Donc, dans le fond, il y a quand même plusieurs tentatives de mettre en place des projets COIL, mais c'est difficile, en fait, pour plusieurs raisons. Donc, des fois, c'est pas la manque de volonté du tout des personnes enseignantes, mais il faut que ça coïncide quand même plutôt bien pour que ça puisse vraiment se réaliser dans les agendas, dans les disponibilités, dans plusieurs facteurs. Donc, il faut quand même qu'il y ait un alignement cosmique, temporel qui fonctionne, qui fonctionne bien à cet effet. Maxime a mentionné une autre chose sur laquelle j'aimerais rebondir. À l'heure actuelle, ça repose sur la volonté des enseignants, c'est-à-dire que pour nous, c'est pas inscrit dans les plans de cours comme dispositif d'enseignement. Ça demeure une volonté d'un enseignant de mettre en place ce projet-là. Donc, évidemment, une clé de la réussite pour nous serait qu'éventuellement, dans certains plans de cours, peut-être, dans certains programmes ciblés, dans certains plans de cours ciblés, il pourrait y avoir, dans le fond, formellement inscrit le dispositif, ce qui permettrait probablement d'une session à l'autre ou d'une année à l'autre, à tout le moins, d'assurer que le modèle, le dispositif sera mis en place. Donc là, la personne qui applique ou qui a cette charge d'enseignement-là, comme prof ou comme chargé de cours, ben, elle sait que ce dispositif-là sera mis en place comme modalité. Donc, on souhaiterait ça, mais on n'est pas rendu là à l'heure actuelle de notre côté. Oui. Ça ferait des profs qui deviennent un peu des experts de cette méthode-là. Puis, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des arguments si on est un prof puis on veut se lancer dans une démarche comme ça, là, de dire à notre gestionnaire qu'est-ce que ça peut apporter à l'institution, par exemple? Moi, je vois trois volets. Là. Je vois personne étudiante, personne enseignante, institution. Là. Je pense que ça peut amener des répercussions positives sur ces trois groupes.
Donc, il y a plusieurs avantages institutionnels qu'on peut voir. D'abord, ça améliore l'offre de cours et ça améliore définitivement, probablement, les contenus des programmes d'études, c'est-à-dire faire une place aux perspectives internationales dans les programmes d'études. Si c'est pas fait de manière explicite, ce qu'on pourrait souhaiter, mais pour toutes sortes de bonnes raisons, il y a des révisions de programmes aux 10 ans, c'est pas nécessairement explicite dans les programmes d'études. Mais à tout le moins, le dispositif d'enseignement, le modèle d'enseignement à clic peut permettre de faire une place aux perspectives internationales. Puis, on en a tellement besoin dans le monde d'aujourd'hui, on s'entend là-dessus, hein, comprendre l'autre, écouter l'autre. Plus que ça peut mener aussi à des partenariats interinstitutionnels. Donc, on commence peut-être par une collaboration comme ça à clic entre deux professeurs, entre les services internationaux. Puis après ça peut mener à des ententes latérales, ça peut mener à de la mobilité de personnel, ça peut mener, donc, ça peut vraiment ouvrir à des partenariats multiples. Puis peut-être le troisième élément, ça pourrait aussi favoriser l'accès à une certaine mobilité. Hein, on le dit depuis tout à l'heure, on va favoriser l'accès à la mobilité étudiante. Mais peut-être que c'est une sorte de démocratisation la mobilité qui peut peut-être mener à un déplacement physique par la suite. Quand les étudiants Maxime se sont déplacés, il y a eu quand même des programmes de bourse qui est associé à ça, donc pour couvrir les frais. C'est peut-être des opportunités qu'avaient même pas envisagées les personnes étudiantes, qui étaient quand même parents, etc., mais ont réussi à y aller. Bref, ça peut ouvrir son lot de possibilités institutionnelles aussi. Oui, dans le fond, moi, au travers de ces différents projets-là, j'ai pu me développer aussi comme personne enseignante, étant donné que je suis déjà une personne de créatif à base. Mais là, j'ai su que j'avais une autre vitesse de créativité, être capable de se gérer sur une scène, comme qu'on dit. Fait que j'ai vu que je suis capable de faire preuve de résilience, que je suis capable de m'adapter ultra rapidement, que dans des situations qui sont plus complexes, je suis capable d'affronter ces situations-là. J'ai pu apprendre à me connaître d'un point de vue pédagogique différemment grâce à ça, parce que c'est un contexte qui est vraiment différent, puis qui peut être déstabilisant par bout, parce qu'il y a des choses qu'on a moins de contrôle. J'ai pas le contrôle sur les relations entre les étudiants. J'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui se dit à l'extérieur entre les étudiants. J'ai pas le contrôle sur leur technologie, parce que la technologie peut être difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre à juste accepter. Puis, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que si mes étudiants doivent apprendre à connaître l'autre culture, moi, je dois en faire le double. Parce que je dois être capable de comprendre la culture pour être capable de l'expliquer à mes personnes étudiantes quand il y a des trous. Fait que ça demande d'être ultra ouvert et ultra curieux. Puis, j'étais chanceux parce que Aurélie est sociologue à la base, puis elle m'expliquait tout. Ça allait super bien. Et c'était facile après pour moi de le réexpliquer à mes personnes étudiantes puis de le comprendre. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est ultra enrichissant comme professeur, de pouvoir vivre ce type d'expérience-là. Donc, ça, on apprend à gérer notre classe aussi différemment. Pas le choix. On est sur du co-modal. On est à deux endroits en même temps. Puis de voir comment je peux faire collaborer des gens qui sont déjà à distance, dans différentes pièces. Bref, je séparais mes groupes dans différents locaux. Je les mettais dans des salles Teams ensemble où est-ce qu'ils collaboraient, Tahiti, Québec. Puis, c'est ça. On est chanceux. On a des classes connectées à l'UQAT, fait que c'était facilitant. Mais sinon, quand on avait des classes qui étaient non connectées, on les mettait toutes sur un laptop. Okay. Puis ça fonctionnait super bien. Ben c'est ça, je me demandais, on a beaucoup parlé de l'aspect humain, mais est-ce qu'il y en a t'en parles déjà un petit peu, là, des technologies, des outils technologiques qui sont comme essentiels ou qui vous ont beaucoup servi, que... Ouais. Oui, le Zoom Room, je dirais que c'est quand même facilitant, là. Par contre, il faut vraiment être à l'aise avec Zoom parce qu'après de créer des sous-équipes avec des personnes qui sont en présence, il y a cet aspect-là. Donc, ajouter des gens de Tahiti en individuel ou leur envoyer le lien, créer les sous-groupes. Il y a comme une gestion des groupes qui est différente étant donné qu'on on est à la fois en virtuel et en présentiel. Donc, il faut être capable de gérer ces deux aspects-là. Sinon, à Tahiti, le groupe utilisait beaucoup Messenger. Fait que j'encourageais les personnes étudiantes à utiliser Messenger aussi. Puis on leur a présenté WhatsApp pour être sûr que ce soit correct. C'est plus difficile avec Teams à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2026, ça serait plus facile. Mais à ce moment-là, c'était encore plus difficile. Puis sinon, on avait un groupe Teams. À l'origine, on avait mis un groupe Teams sur place.
en place plutôt, pour que les gens puissent collaborer, puis échanger les travaux, etc. Bon, ça a été un flop. Les gens ont préféré utiliser, il y a une fonction, là je suis vraiment mauvais avec Facebook, je suis désolé, mais il y a une fonction où est-ce qu'ils peuvent déposer des fichiers, puis tout ça. Ouais. Ils ont été capables de gérer leurs trucs comme ça. Moi, je leur ai dit, tant que vous êtes capable de communiquer, puis que vous êtes capable de vous dire où est-ce que vous mettez vos fichiers pour collaborer, la vie est belle. Il n'y a pas de problème. On a mentionné en début, tu sais, que dans le modèle qu'on tend à développer, on met pas tant d'emphase sur le moyen technologique, dans le sens que ça, il y a un libre choix qui est donné aux étudiants, comme Maxime l'a exprimé. Donc, par exemple, Maxime mentionne Teams, ça nous paraissait, ça répète un environnement numérique d'apprentissage, un Moodle de ce monde. Mais après, si c'est pas le moyen qui est le plus utilisé ou qui semble le plus adéquat pour les personnes étudiantes, ben on va manquer le bateau. Puis ce qu'on veut vraiment, c'est qu'ils communiquent entre eux. Donc, ce que Maxime exprime, c'est libre cours aux moyens. Puis ça implique peut-être que l'enseignant va dire, oh, je ne l'ai pas WhatsApp, je vais me l'installer. Puis donc, il y a ça derrière, là, qu'il faut qu'il y ait vraiment une flexibilité puis une ouverture, s'adapter finalement aux technologies utilisées par les personnes étudiantes. Peut-être qu'il y a un élément aussi, je voulais dire, par rapport à ce que Maxime a dit, dans le développement professionnel des enseignants ou des professeurs comme Maxime, il y a aussi la possibilité éventuelle, peut-être, de mener à des partenariats de recherche. En fait, Aurélie, la professeure qui a accompagné Maxime, a fait un déplacement physique au Québec, éventuellement. Puis, elle a développé des liens avec, pas nécessairement que l'École de travail social, mais avec d'autres aussi collègues, entre autres, par exemple, à l'École d'études autochtones, parce qu'il y a quand même des recherches sur les communautés autochtones à Tahiti qui sont faites. Donc, il y a eu des relations, puis il y a eu des collaborations de recherche qui sont nées de ça aussi. Donc, c'est quand même aussi un impact non négligeable d'une collaboration pédagogique qui évolue potentiellement dans une collaboration aussi de recherche, en plus de tous les autres avantages ou plus d'autres améliorations que Maxime a nommé il y a un instant. Donc, on a un bon pitch de vente là, pour un prof qui voudrait convaincre son... Il est prêt, notre pitch de vente. Il est très, très prêt. C'est ça. Bruno Philippe et Maxime, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances, vos expériences avec nous. C'est super enrichissant. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à vous autres de nous avoir invités. Chers auditoires, nous espérons que notre discussion d'aujourd'hui vous aura apporté un nouvel éclairage sur les possibilités de collaboration internationale inter-établissements à distance. Nous vous invitons à porter cette réflexion dans vos propres milieux. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!